Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est aujourd'hui dans toute la France qu'a lieu la sortie mondiale du nouveau film de Tim Burton, Dark Shadows, adapté d'une célèbre série télé. Il est question notamment d'un vampire, Barnabas Collins, interprété par Johnny Depp. Une occasion, bien entendu, pour Franck Ferrand de nous parler de vampires aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le seigneur des vampires, si je puis dire, un seigneur SE, bien entendu, c'est Dracula. Nous allons parler de lui avec un des plus grands spécialistes du sujet. Mais c'est d'abord le vrai Dracula, en tout cas celui de l'histoire réelle que nous allons tenter de mettre en pleine lumière. J'ai l'impression qu'il va pas aimer ça. Oh non, ça va être compliqué. C'est le moment de nous adresser, chers auditeurs, vos questions, vos témoignages aussi sur le site d'internet d'Europe 1. Et c'est aussi le moment, il vous reste quelques secondes, de vous munir d'un crucifix, d'une gousse d'ail, bref, vous connaissez l'attirail recommandé en pareil cas. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a une quarantaine d'années, l'Américain Raymond McNally était professeur d'histoire au Boston College, sur la côte Est. Il était spécialisé dans cette université de toutes les questions qui concernaient l'Europe de l'Est à l'époque de la Renaissance. Seulement, ce professeur avait un autre centre d'intérêt, beaucoup plus privé, et ce, depuis qu'il avait tremblé, délicieusement tremblé pendant son enfance, devant toutes sortes de films d'horreur, et sa marotte à lui, c'était les vampires, spécialement le prince des vampires, Dracula. Naturellement, McNally savait bien que dans le célèbre roman de Bram Stoker, paru en 1897, l'action se situait en Transylvanie, une région hongroise assez désolée devenue roumaine à l'issue de la dernière guerre. Stoker parle du col de Borgo, il cite Bristita, il cite Cluj, autant de lieux qui n'ont rien d'imaginaire, qui sont tout à fait trouvables sur n'importe quelle carte. Notre bostonien se pose alors une question, exactement le genre de question qui peut faire basculer une vie. Si les lieux sont réels, se demande-t-il, qu'en est-il du personnage ? McNally ne va pas être long à apprendre que Bram Stoker avait sans doute été informé, et même il avait certainement été informé par le professeur Van Berry de l'université de Budapest d'un vrai Dracula, que celui-ci avait existé jadis. Seulement à l'époque, à la fin des années 60, on n'en savait pas vraiment davantage. Un collègue roumain, il s'appelle le professeur Radu Florescu, va conseiller à Raymond McNally d'aller enquêter sur place en Transylvanie. « J'ai suivi ce conseil », écrira plus tard McNally, « et j'ai découvert une tradition populaire gardant vivace le souvenir du prince authentique qui gouvernait la Valachie au cours du XVe siècle et qui fut aussi épouvantable que le vampire créé par le roman et porté à l'écran. Sa cruauté se manifesta sur une telle échelle que d'horrifiques récits nés de son vivant même perpétuèrent sa réputation diabolique bien au-delà de la tombe, puisque de génération en génération, et aujourd'hui encore, les grands-mères menacent les petits-enfants du « Si tu n'es pas sage, Dracula t'emportera ». C'est à l'automne 1969 que l'équipe constituée par McNally devait retrouver loin de tout au milieu des arbres les ruines du repère de montagne d'un ancien prince appelé Vlad Tepes, surnommé l'Empaleur par référence à son goût prononcé pour l'ignoble supplice du pal ou de l'empalement. Vlad et Dracula ne faisaient qu'un, écrit McNally, mais les paysans locaux ignoraient ce nom de Dracula. Quant au vampire imaginé par Stoker, il leur était complètement inconnu. Qui donc était le véritable Dracula ? Un personnage très attachant, vous allez voir. Il serait né probablement dans la ville de Sighisoara, en plein cœur de l'actuelle Roumanie, à un petit peu plus de 200 km au nord-ouest de Bucarest, nord-nord-ouest je devrais dire. Il serait né en 1430 ou 31. On ne sait pas grand-chose de son enfance pour tout vous dire, sinon tout de même qu'en 1443, il aurait été confié comme otage aux Turcs, confié par son père Vlad II, qui était membre de l'ordre du Dragon et qu'on surnommait dès lors le Dragon ou Dracul.
le surnom sera repris par son fils et ce sera l'origine, bien sûr, de ce nom de Dracula. Dracul, ça signifie aussi le diable, la bête au sens biblique du terme, bref, tout ce qui pourrait incarner le mal. On va pouvoir dès lors jouer sur l'ambivalence d'un tel patronyme ou d'un tel surnom. Le jeune Vlad est en tout cas emmené en captivité en Asie mineure. Il a 12 ans, il part avec son frère Radu et tout de suite, il va montrer une propension singulière à la violence et à ce qu'on appellera beaucoup plus tard le sadisme. À l'époque, on parle tout simplement de cruauté. En 1447, son père, qui avait fait alliance avec les Turcs, son père est assassiné par le voïvode de Transylvanie et son frère aîné, Mircea, est enterré vivant. La famille de notre personnage est donc évincée du pouvoir en Valachie et quand Vlad rentre de captivité, il comprend très vite qu'il n'est plus le bienvenu chez lui. La nouvelle dynastie fait tout de même appel à lui après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 pour aider à la lutte contre la puissance ottomane en plein essor. Vlad va en profiter pour se retourner contre son allié et pour reconquérir son trône. C'est donc en 1456 qu'il retrouve le pouvoir chez les siens en Valachie et qu'il est à même de faire régner la terreur parmi les boyards. Les boyards, c'est l'aristocratie de cour, vous savez, ce sont les grands barons. Et évidemment, comme ils n'ont pas su du tout défendre son père, c'est le moins qu'on puisse dire, Vlad a tendance à les considérer comme traîtres. Il semble bien que ce soit à ce moment-là qu'il ait commencé à faire usage du pal, d'où ce surnom qui lui est resté dans l'histoire. Voici le portrait que donne de lui le légat du pape Pie II. Il n'était pas très grand, mais râblé et fort, avec un aspect cruel, terrible, le nez droit, des narines dilatées, un visage mince et rougeau, où les grands yeux verts bien fendus étaient ombrés par des sourcils noirs broussailleux qui les faisaient menaçants. Il avait les joues et le menton rasés, il portait moustache, les tempes gonflées augmentaient le volume de la tête que soutenait un cou de taureau encadré par les vagues d'une longue chevelure bouclée noire qui retombait sur ses larges épaules. C'est assez conforme, ça, au portrait, somme toute naïf, que l'histoire nous a légué du personnage. Portrait peint, je veux dire. Vlad bientôt soumet les seigneurs voisins, de gré ou de force, les plus récalcitrants sont encore empalés pour l'exemple, puis il commence à soulever ses provinces contre les Turcs, ce qui explique qu'en dépit de son extrême violence, il est finalement conservé plutôt bonne presse, et ce jusqu'à nos jours, parmi les autochtones. Sa grande expédition contre les Turcs, Vlad l'amène en 1461-62 et lorsque le sultan lui-même arrive devant Targoviste, c'est Christian Roupetel qui nous raconte ça, il ne put réprimer un sursaut d'horreur à la vue de l'hallucinant spectacle qui s'offrait à ses yeux. Au milieu des ruines noircies par les flammes se dressait une forêt de pales sur lesquelles, tordus dans des postures d'épouvante, quelques 20 000 cadavres achevaient de se décomposer. Des milliers de soldats turcs, certes faits prisonniers quelques mois plus tôt au cours de la campagne du Danube, mais aussi de bons chrétiens bulgares, hongrois et roumains et allemands. Les chroniques du temps nous ont transmis le récit de ces carnages impitoyables qu'aurait ordonné Vlad l'Empaleur. Je m'empresse de vous dire que ces chroniques, il faut les prendre avec de grandes pincettes, mais tout de même, il n'y a pas, si j'ose dire, de fumée sans feu, ni de hurlement sans supplice. En 1464, périrent sous les ordres de Vlad et en sa présence, nous dit une de ses chroniques, 40 000 personnes de tous âges, du nourrisson au vieillard, des deux sexes, de toutes conditions et de toutes nationalités et religions. Il en tua quelques-uns en les brisant sous les roues des chariots. D'autres, dépouillés de leurs vêtements, furent écorchés vifs jusqu'aux entrailles. D'autres encore, placés sur des pieux. D'autres avaient la tête, la poitrine, les fesses ou le ventre transpercés. Enfin, il en oxy d'autres, de diverses et féroces manières, les torturant à l'aide de toutes sortes d'instruments utilisés pour les plus atroces cruautés que puisse imaginer le plus effrayant des tyrans.
Et on nous dit encore que le 2 avril 1459, sur une colline proche de Brasov, aurait eu lieu un carnage particulièrement ignoble. Des milliers de victimes sont empalées ce jour-là pendant que le prince, qui se trouve au beau milieu du charnier, est en train de dîner paisiblement. Or, l'un des boyards invités à la table de Dracula, appelons-le ainsi, a la mauvaise grâce, dérangé par la puanteur, la pestilence qui s'échappe des corps en voie de décomposition, il a la mauvaise idée de se pincer le nez de façon très visible. Dracula, qui ne goûte pas, qu'on n'apprécie pas les divertissements qu'il offre à ses hôtes, ordonne immédiatement qu'on l'empale. Ce seigneur va être emmené sur une hauteur dominant le charnier afin qu'il ne puisse être incommodé par la pestilence, précise l'ordre de condamnation. Mais l'imagination du prince ne se borne pas à l'emploi du pal. Les supplices infligés aux habitants des villes soulevées, aux soldats prisonniers, tous ces supplices varient à l'infini selon l'humeur. Il décapite, il brûle, il égorge, il garrotte. Parfois même, il plonge ses victimes dans des chaudrons d'huile bouillante. Même les diplomates ne sont pas épargnés, puisqu'on dit qu'il aurait cloué les turbans d'ambassadeurs ottomans à leur tête. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils avaient eu l'impudence de ne pas se découvrir devant lui. Comprenez bien qu'il faut faire la part dans toutes ces relations de la légende et de la réalité, mais on peut en conclure que notre cher Vlad l'Empaleur, cet ancêtre ou cette origine de Dracula, n'était pas un personnage très fréquentable. Finalement, il sera capturé par le roi de Hongrie, Mathias Corvin, transféré à Budapest, puis dans une forteresse sur le Danube, et en 1476, il n'en retrouve pas moins, toujours par cette force et cette incroyable énergie qu'il caractérise, il n'en retrouve pas moins son pouvoir sur la Valachie avant de mourir au combat en décembre à Bucarest. Sa tête, nous dit-on, sera séparée du corps et envoyée au sultan. Elle finira exposée au bout d'une pique. Oh ben j'ai envie de dire, c'était quand même la moindre des choses. Et entre les mains, cette biographie parue chez Pascal Gallaudet, donc ça s'appelle tout simplement Bram Stoker dans l'ombre de Dracula. Et Alain Pozzuoli, évidemment, évoque ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'origine historique de Dracula, ce Vlad l'Empaleur, j'allais dire l'éventreur, on est plus après. Hein. Le sang coule dans cette émission cet après-midi. Pourtant, nous dit Alain Pozzuoli, le fait que Stoker ait pu s'inspirer du personnage de Vlad Tepes pour camper son vampire Dracula prête encore à caution auprès de certains auteurs qui, à juste titre, affirment que rien dans les notes laissées par Stoker ne confirme la chose de façon indubitable. Cependant, la logique et les indices parsemés dans le roman sont autant d'indications laissant entendre que ce fut bien le cas. En effet, au chapitre 3 de Dracula, dans le journal de Jonathan Harker, Bram Stoker fait dire par la bouche même du comte Dracula « Et n'est-ce pas un descendant du premier Dracula, héritier des ardeurs guerrières de son père, qui bien plus tard retraversa le fleuve pour porter la guerre aux Turcs sur leur propre terrain ?» Ça, c'est écrit, que je sache, c'est bon. Dans un autre passage, poursuit Alain Pozzuoli, au chapitre, on est 18 là, dans le journal de Mina Harker, il le précise encore. Notre ennemi doit être sans doute le voïvode Dracula, qui a gagné son surnom pendant la guerre contre les Turcs, qu'il alla porter de l'autre côté du grand fleuve, sur le territoire turc lui-même. Si telle est la vérité, Dracula n'est vraiment pas un homme ordinaire, car à cette époque et même des siècles plus tard, on l'a considéré comme un homme supérieurement intelligent, rusé, comme le plus vaillant des fils habitant le pays par-delà la forêt. Bonjour Alain Pozzuoli. Bonjour. Merci de venir nous parler de Dracula, de Bram Stoker, de tout cet univers des vampires. Alors, est-ce que, oui ou non, Bram Stoker s'est inspiré de la réalité historique pour créer son personnage, lui totalement légendaire évidemment ? Très certainement, mais il s'est inspiré de beaucoup d'autres choses. Il s'est inspiré notamment de son entourage immédiat, parce que lorsqu'on connaît un petit peu la vie personnelle de Stoker et qu'on a lu le roman, on retrouve tout son univers le plus près de lui dans les autres personnages. Par exemple, il est clair que le héros de l'histoire, qui est en fait non pas Dracula mais Jonathan Harker est la projection de son propre personnage. Dracula, c'est l'équivalent de Henry Irving. Alors il faut préciser qui était Henry Irving. Henry Irving était le plus grand comédien
du 19e siècle. Et on va parler d'Henry Irving, bien entendu, puisqu'il joue un rôle absolument essentiel dans la vie de Bram Stoker, mais on en parlera plutôt vers la fin de l'émission, cet aspect biographique. Ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, que nous explorions ensemble, c'est la part du réel dans la légende et ce que l'on savait au temps de Bram Stoker de ce voïvode, de cet ancien prince Au de temps de Stoker, Transylvanie. on ne connaissait pas grand-chose de lui, sauf que lorsque Stoker habitait à Londres, parce qu'il voyageait beaucoup, il a assisté à des conférences qui étaient données par un professeur de langues orientales qui s'appelait Arminius Vanberry. Et Qui était donc ce professeur de l'université de Budapest dont je parlais tout à absolument, l'heure. voilà, c'est bien lui. Et qu'il a reçu plusieurs fois dans les salons du théâtre. Et effectivement, Arminius Vanberry lui a donné des indications sur le personnage historique Vlad Tepes. Ce qui fait que les deux citations issues de votre ouvrage que je viens de faire à l'instant sont des citations directement inspirées par Vanberry, visiblement. Absolument, très certainement. Alors, et pour vous donner un exemple, quand même, dans certains milieux, on connaissait quand même l'histoire de Vlad Tepes, puisque Victor Hugo en a parlé dans La Légende des siècles. Donc ça prouve quand même que c'était pas complètement inconnu de tout le monde. Mais c'était pour les initiés, évidemment. oui, je relisais justement ces vers de Victor Hugo dans La Légende des siècles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas les plus inspirés de Victor Hugo. Comme s'il s'était lui-même laissé gagner par la dureté de ce qu'il raconte, on a l'impression d'une certaine lourdeur. lourdeur des événements. C'est assez lourd, on va dire. Alors, ce paysage, évidemment, a joué un rôle essentiel dans le climat qui s'installe autour de ces vampires, de ce vampire de Dracula. On est dans des régions désolées, de montagnes rocheuses couvertes d'une forêt assez impénétrable. C'est très impressionnant, en Transylvanie. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que justement, les descriptions que Stoker a faites des lieux, des villes, des paysages, sont tellement précises, détaillées et justes que tout le monde a pensé qu'il était allé sur place, parce que les autres lieux qu'il a décrits dans ses romans ou dans ses nouvelles, il y était allé. Sauf qu'il n'a jamais mis les pieds en Transylvanie, mais Stoker avait une méthode de travail très précise, c'est qu'il travaillait beaucoup en bibliothèque, il se renseignait énormément, il prenait énormément de documentation, et donc finalement tout ce qu'il écrivait était vérifié. Donc il inventait pas, il situait par rapport à des choses très précises qu'il trouvait à droite à gauche dans les bibliothèques. Quand on se rend de nos jours sur place, finalement, le paysage qu'on a sous les yeux correspond de façon assez saisissante aux descriptions qu'en donne Bram Stoker. Alors, j'ai découvert, en préparant cette émission, que la religion orthodoxe et que donc les mythes, les légendes, les us et les coutumes de cette région précise étaient tout à fait propices à la naissance du mythe du vampire. Il y a un rapport direct entre les lieux, entre cette région, on va dire du sud des Carpates, et puis la naissance du phénomène vampire. Mais c'est vrai, mais en fait c'est même plus large que ça, parce que la mode vampirique, en tout cas littéraire, est née, disons, à la moitié du XVIIIe siècle, au moment où toute l'Europe a été ravagée par d'énormes épidémies de peste, de fièvre jaune, enfin, il y a eu de choléra, il y a eu des choses épouvantables. Et effectivement, à l'époque, la médecine n'était pas avancée comme elle l'est aujourd'hui, donc il y avait plein de phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer, et la meilleure façon d'expliquer ces phénomènes, c'était de penser que c'était du vampirisme. Il y avait des maladies, je pense par exemple à la porphyrie, qui est une dégénérescence qui fait que c'est une sorte de photosensibilité de la peau, c'est-à-dire que les gens qui en sont atteints ne supportent pas les rayons du soleil. Exactement. Et la peau se racornit. Donc évidemment, quand on voyait ça, on ne pouvait pas l'expliquer médicalement, et la seule explication, c'était que ces gens-là étaient des vampires, parce que les lèvres étaient complètement rongées par le mal. Elles pouvaient saigner éventuellement. Non seulement elles saignaient, mais en plus elles faisaient apparaître les dents davantage. Donc il y a tout un tas de jeux comme ça, de choses qui se retournent et qui expliquent la croyance en les vampires, alors que c'est des phénomènes tout à fait normaux. Une croyance qui vient se greffer évidemment sur la sensibilité romantique de l'époque et qui va donner, avec tout le contexte, mais ça on va y venir avec la vie même de Bram Stoker, qui va donner naissance à un archétype. Je crois que on est dans un mythe fondateur de notre culture, en fait, ce vampirisme. De toutes les cultures, parce que quand on se plonge dans toutes les cultures du monde, on trouve toujours des entités diaboliques qui se nourrissent du sang. Qui se nourrissent de sang.
et qui sont des morts, mais des morts vivants. Voilà. On va essayer de voir ensemble ce qu'est un vampire et plus exactement qui était Dracula. Alors cette fois, le Dracula de la légende en votre compagnie, Alain Pozzuoli. J'aimerais notamment que nous ayons, après cette émission, le sentiment de connaître Dracula sans avoir à le fréquenter. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux vampires en général et à Dracula en particulier, Franck. Un climat psychologique lié au sang et à la viande, disait-on sur les affiches de Mad Max il y a très longtemps. Hein. Je parle pour les auditeurs qui ne sont pas les plus jeunes. Années 80, ça, 84 même. Hein. C'est un peu le climat qui règne dans ce studio aujourd'hui, où nous avons invité Alain Pozzuoli pour essayer d'y voir plus clair sur ce personnage de Dracula. Alors, on va venir, je vous le disais, à la vie de Bram Stoker, le père de Dracula. Ce qu'on peut déjà dire sans trop dévoiler la suite, c'est qu'il est avant tout un homme de théâtre, ce que Absolument. vous montrez bien, et que le Dracula que connaît le grand public, qui est un Dracula cinématographique, c'est bien sur scène qu'il est né d'abord. Il vient du théâtre, effectivement, parce que, pour résumer, Stoker a été administrateur d'un grand théâtre londonien pendant une 30aine d'années. Et dans la troupe de comédiens, il y avait un comédien tout à fait inconnu, qui était un jeune débutant qui s'appelait Hamilton Dean, et qui est tombé complètement amoureux du roman, qui n'a eu de cesse de le monter au théâtre. Mais curieusement, il n'a jamais eu le courage d'en parler directement à Stoker, et c'est une fois le Stoker mort qu'il a eu cette idée, qu'il n'a pas eu l'idée, mais qu'il a eu le courage d'avancer ce projet. Il a rencontré la veuve de Stoker, Florence Stoker. Alors elle était un petit peu échaudée parce qu'il y avait eu un gros problème avec Murnau qui avait adapté Dracula en Nosferatu sans demander les droits d'adaptation. Alors expliquez-nous d'ailleurs le rapport entre Dracula et Nosferatu, c'est fondamental. C'est la même chose, sauf que c'est une escroquerie. C'est que pour ne pas payer de droits d'adaptation, Murnau a débaptisé le titre du roman, il a débaptisé les personnages, il a modifié l'époque, le lieu où se situait l'action. Et il en a fait un film sans payer un centime. C'est donc une forme de plagiat. Et il l'avait déjà fait d'ailleurs, autant que je me transposition. souvienne, avec Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc il était quand même assez coutumier du fait. Bon, il n'empêche qu'il a fait des chefs-d'œuvre, heureusement. Et donc, pour en revenir à Stoker, la veuve de Stoker, qui connaissait quand même Hamilton Dean puisqu'elle l'avait vu jouer dans la troupe, lui a accordé les droits. Hamilton Dean, donc ce jeune comédien qui avait été fasciné par l'œuvre de Bram Stoker. Hein. Donc il a écrit une adaptation, il l'a joué en tournée en Angleterre, ça a marché partout. Et quand il a joué à Londres, dans la salle est venu un agent américain qui a eu le coup de foudre à son tour pour la pièce, qui l'a réécrite avec Hamilton Dean pour la scène américaine. La pièce s'est donc jouée à New York. Donc là, cette fois, c'est à Broadway que Dracula séduit le public américain. Et avec déjà Bela Lugosi, qui était l'interprète de Dracula au théâtre. Qui est devenu le vrai Dracula. Mais par un concours de circonstances malheureux, enfin heureux pour lui, c'est que lorsque l'Universal a décidé de l'adapter au cinéma, ils ont voulu proposer le rôle excusez-moi, le nom m'échappe, un grand acteur du muet qui était spécialisé dans les films d'épouvante, et il est mort un mois avant le tournage du film. Donc en catastrophe, on a cherché quelqu'un pour le remplacer, et puis on s'est dit finalement, Bela Lugosi était excellent sur scène, pourquoi ne le serait-il pas à l'écran? Et du coup, le mythe véritablement, le vrai mythe cinématographique de Dracula est né grâce à ce film de Todd Browning avec Bela Lugosi, et après ça a été l'envolée. Combien de films? Énormément. C'est incalculable. Incalculable. Il y en a dans tous les pays du monde. C'est vraiment récurrent à l'infini. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce succès phénoménal d'un personnage qui, après tout, incarne l'épouvante? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, effectivement, c'est un personnage qui est inquiétant, mais qui en même temps qui est séduisant. Et puis, au fur et à mesure du passage du temps, le phénomène du vampire s'humanise de plus en plus, il nous ressemble de plus en plus. C'est-à-dire au siècle dernier, c'était vraiment l'ennemi, c'était la personne dont il fallait se méfier, c'était vraiment le danger identifié partout, pour tout le monde. Alors que petit à petit, surtout depuis la fin du XXe siècle, les choses se sont retournées. On a vu par exemple Entretien avec un vampire qui est adapté d'Anne Rice, où les héros sont des vampires, mais ont des sentiments humains, ils sont malheureux, ils sont gentils vampires, séduisants du reste. Voilà. Puis en fait,
l'image qu'on a du vampire traditionnel, c'est l'image que Stoker en a donnée, mais qui était l'image de la société victorienne. C'est-à-dire que tout ce qui ne marchait pas dans les codes de la société victorienne était à jeter aux gémonies. C'était vraiment c'était les rebuts de l'humanité. Coppola, donc on est resté sur cette idée. Avait insisté précisément sur les effets de miroir constamment. Exactement. On pourrait presque dire que ces grands mythes, et bien sûr Dracula au premier chef, sont des miroirs que l'on tend à la société. Absolument. Et qui grossissent en quelque sorte nos différents travers. Ça véhicule les plus importants tabous de l'humanité, c'est la mort, c'est le désir, c'est l'amour, c'est le fluide vital en quelque sorte. Les trois choses qui font ce qu'on est régulièrement. On pourrait presque dire qu'il y a dans ce succès phénoménal de Dracula à travers les âges, il y a des succès différents et qui ne sont d'ailleurs pas dus toujours à la même chose. N'oublions pas que j'ai parlé moi du vrai Dracula, si l'on peut dire, enfin le personnage historique qui donc est à resituer au XVe siècle, qu'ensuite il y a le personnage créé par Bram Stoker au XIXe, mais ce personnage étant immortel, on peut évidemment le faire vivre à toutes les époques. Okay. Michael, par Internet, nous rappelle que si Bram Stoker s'est inspiré de Vlad Tepes, il s'est aussi, sur un plan historique, inspiré probablement d'Erzsébet Báthory, cette comtesse sanglante dont nous avons parlé à ce même micro, qui était non seulement contemporaine, mais qui vit à peu près, pas tout à fait, mais enfin, qui vient de l'Est, elle aussi. Oui. En Hongrie. C'est curieux comme il y a une sorte d'imaginaire de l'Europe centrale qui ressurgit à travers le personnage et à travers le mythe de Dracula. Oui, c'est vrai, c'est des contrées mystérieuses pour nous qui sont pleines de mystères, pleines d'inconnus, de non-dits. C'est vraiment propice aux contes et légendes, absolument. Un côté à la fois lointain et en même temps tout de même assez voisin, un côté sanglant, sauvage très et exotique. En même temps très civilisé. On est dans l'ambiguïté, dans l'ambivalence, comme l'était du reste le personnage de Bram Stoker lui-même, le père de Dracula. Qui était-il vraiment? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est bien d'être en direct parce que l'un de nos auditeurs, Eric, nous donne la réponse à la question que nous nous posions tout à l'heure sur cet acteur qui est mort juste au moment où il aurait pu interpréter Dracula à l'écran. Il s'appelait Lon Chaney. Merci Eric, c'est ça. Voilà. Auditeur de qualité. Oui, absolument, je remarque. Alors, qui était Bram Stoker? On connaît son nom évidemment parce qu'il a écrit Dracula, mais on ne sait rien, en France en tout cas, de ce personnage. Vous le faites revivre et brillamment dans cette belle biographie qui paraît chez Pascal Gallaudet, qui s'appelle donc Bram Stoker dans l'ombre de Dracula. Et vous nous montrez qu'au départ, ça aurait pu être... un fonctionnaire à Dublin, monsieur tout le monde en fait. D'ailleurs, quand on voit sa photo, il a plutôt l'air, c'est un monsieur qui a l'air débonnaire, et il a une barbe, un col dur comme on portait à l'époque. Enfin, c'est tout à fait quelqu'un de normal, si je puis dire. Oui. Et puis, voilà qu'il va d'un seul coup se lancer dans une aventure, elle, moins normale, et ce, par le biais du théâtre. Oui, c'est vrai que le théâtre a été le point culminant de sa vie, c'est ce qui lui a fait découvrir le monde, la vie, c'est ce qui l'a fait vraiment évoluer au-delà de ce pourquoi il était destiné au départ. Parce que logiquement, il aurait dû rentrer dans l'administration dublinoise comme son père avant lui et mener une carrière très, très banale, quoi. Et en fait, le théâtre lui a permis de quitter Dublin, de quitter son univers professionnel, familial. Il est non sellement le contemporain, mais le compatriote d'Oscar Wilde, disons-le. Il se connaissait très bien. Alors, la petite anecdote, c'est que lorsque Bram Stoker est parti s'installer à Londres, il a tout d'abord épousé Florence Balcombe, qui avant lui avait été courtisée par Oscar Wilde. Décidément, donc c'est dire qu'ils se connaissaient vraiment bien. Je suis pas sûr qu'elle ait toujours misé sur le bon cheval, si vous me passez l'expression. Si, elle a quand même misé sur Stoker. Mais Stoker ne sera pas un très bon mari, disons-le. Était-elle une bonne femme? On ne sait pas non plus. En tout cas, moi, je ne fais que non, c'est vrai que transcrire ce que vous dites vous-même, ce que vous écrivez, en tout cas. Non, ils avaient une vie un petit peu particulière en ce sens qu'on n'est pas vraiment certain que ce soit une véritable histoire d'amour entre lui et elle, parce que ça sent un petit peu le mariage arrangé. Mais il n'empêche que Florence a été quand même tout le temps présente. Elle ne l'a jamais abandonné. Même à la fin de sa vie, elle s'est occupée de lui. Quand il est mort, elle s'est occupée de faire vivre son patrimoine culturel. Non, à ce niveau-là, elle est
Lui ne C'est parfait. s'intéresse donc qu'au théâtre et spécifiquement à Henry Irving. C'est-à-dire, Stoker a eu un grand éblouissement dans sa vie quand il avait 20 ans. Il a été un soir au théâtre. Il a été voir une pièce qui venait de Londres, dans laquelle jouait un jeune comédien qui était vraiment en devenir, qui n'était pas encore très très connu, qui s'appelait donc Henry Irving. Et ça a été vraiment le coup de foudre de sa vie. Alors coup de foudre intime et coup de foudre sur le plan aussi professionnel, parce que ça lui a ouvert une voie formidable. Il a été tellement enthousiasmé par la prestation d'Henry Irving qu'il a tenu à écrire gratuitement et anonymement des articles dans l'un des plus grands journaux dublinois pour être certain qu'on dise du bien d'Henry Irving. En fait, il est devenu écrivain par et pour Henry. Non, il avait déjà commencé à écrire parce que c'était quelque chose quand même qui le tenait depuis longtemps. Mais c'est vrai que Henry lui a ouvert des portes, ça très sûrement. Et donc c'est devenu une amitié vraiment très forte puisque Henry Irving lui a proposé quelques années après leur rencontre de quitter Dublin, de venir à Londres et de prendre en charge le théâtre dont il était le propriétaire. Et leur collaboration a duré une 30aine d'années jusqu'à la fermeture du théâtre. Bram Stoker va mettre 10 ans pour écrire Dracula. À peu près, oui. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui travaillait de façon très minutieuse, très pointilleuse. Il avait un souci du détail vraiment poussé à l'extrême. Oui, vous dites qu'il allait donc dans les bibliothèques, il se renseignait du moindre. Et il voyageait aussi quand même. Oui, absolument. Il voyageait puisqu'il suivait en tournée, c'est même lui qui les organisait, la tournée de la Lyceum Theatre dont il était l'administrateur. Donc ils ont fait de nombreux voyages aux États-Unis. Ça a donné lieu d'ailleurs à des histoires, à des nouvelles qu'il a publiées par la suite. Ça a donné lieu aussi à des grandes rencontres. Il a rencontré Walt Whitman, qui était le poète numéro 1 de l'époque. Et c'est tout un environnement culturel dans lequel il a baigné, justement, grâce au théâtre. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, s'il n'y avait pas eu Dracula, Bram Stoker serait aujourd'hui un auteur de deuxième ordre? Est-ce que c'est Dracula qui l'a sauvé de l'oubli? Oui. Malheureusement, oui, parce que c'est le seul roman qu'on retient vraiment dans sa bibliographie, mais à tort, parce qu'il a écrit beaucoup de choses. C'est un excellent nouvelliste. Il a écrit une 50aine de nouvelles, justement, très bien ciselées, très bien écrites. Mais ce qu'on a retenu de lui, c'est malheureusement... malheureusement non, parce que Dracula, c'est quand même un chef-d'œuvre. Oui. Mais ce n'est pas le seul et unique livre qu'il a écrit, alors que pour beaucoup de gens, ça ne fait écho qu'à ce livre. Elles sont traduites et publiées, ces nouvelles ? En grande partie, oui. Oui. Donc il est possible de les trouver. Chez Omnibus, on a fait avec Jean-Pierre Crémer, qui est le traducteur avec qui je travaillais, on a rassemblé la plupart des nouvelles et plusieurs romans d'ailleurs de Stoker. La première édition française de Dracula, c'est 1920 seulement. Oui. C'est un peu tardif, mais en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, les choses prenaient beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. On parlait d'Oscar Wilde à l'instant, qui ressemble tellement par ailleurs, par bien des aspects, à Stoker. Lui, il est traduit presque immédiatement. Oui, mais il était beaucoup plus connu que Stoker à l'époque. C'était une superstar par rapport à Stoker. Stoker, justement, son problème a toujours été un petit peu dans l'ombre. Il a été dans l'ombre d'Irving pendant 30 ans. Après, il a été dans l'ombre de Dracula, puisque le succès au cinéma a été considérable. Tout le monde connaît Dracula et la preuve, il y a encore beaucoup de gens qui ignorent qui est Bram Stoker. Bram Stoker dans l'ombre de Dracula, c'est la biographie d'Alain Pozzuoli, si vous ne voulez plus ignorer qui il était. Alors, il a ouvert un boulevard pour un grand nombre d'autres auteurs qui ont continué à parler de vampires et de vampirisme. On peut dire que le thème des vampires est devenu un véritable sous-genre de la littérature. Ah oui, c'est même devenu un genre à part entière parce que il se passe pratiquement pas 2 semaines sans laquelle on ait une nouvelle publication de vampires. C'est pas toujours très très bon, mais peu importe. Le thème est récurrent, il concerne toujours beaucoup de monde et on se passionne toujours pour lui, que ce soit en littérature ou au cinéma. La preuve, c'est le dernier film de Tim Burton. C'est Jean Varigny qui a publié aux éditions de La Martinière ce magnifique album. D'ailleurs, la tranche de l'album est rouge, il faut le dire, rouge sang. Et sur les vampires, ce phénomène qui est un véritable phénomène culturel, multiculturel. Évidemment, ça touche tout, ça touche également l'opéra, ce qu'on oublie parfois. Ça touche bien entendu le cinéma, la télévision. J'ai coutume de dire que la musique. Mais bien sûr, nous vivons à une époque où l'art majeur est devenu la série télévisée.
télévisées, on a tendance à pas trop s'en rendre compte, mais les grands chefs-d'œuvre qui sortent aujourd'hui sont presque tous des séries télévisées. Et d'ailleurs, l'adaptation, le film de Tim Burton n'est jamais que l'adaptation d'une série télé Exactement, qui, elle, des n'était années peut-être pas 60, un chef-d'œuvre, mais qui est restée une série culte, disons-le. À l'occasion d'ailleurs de ce film, qui est un film européen, Dark Shadows, il y a une exposition et une rétrospective Tim Burton à la Cinémathèque. C'est jusqu'au 5 août 2012 et ça permet de revoir tous les films de Tim Burton, non seulement les grands succès, mais aussi des courts-métrages, des choses un peu plus confidentielles. On a oublié aussi la comédie musicale, disons-le. Absolument. Oui. Il y a en ce moment une comédie musicale de Kamel Wally qui s'appelle Dracula, l'amour plus fort que la mort, et qui se promène à travers la France, la Belgique et la Suisse en ce moment. Je suis en train de chercher, en ce moment elle doit être au Zénith de Toulouse, si ce que j'ai sous les yeux est assez juste. Et je crois qu'on attend un Dracula en 3D en plus. Oui, donc vraiment, ça n'arrête pas. Ça n'arrête plus. Hein. Céline nous demande par internet si on ne trouve pas que Coppola, enfin si vous ne trouvez pas, c'est à vous que ça s'adresse, j'imagine que Coppola a un peu trahi la version de Bram Stoker dans son adaptation cinéma. Dracula y apparaît tellement plus romantique alors qu'il est très cruel chez Stoker, nous dit-elle, et jamais amoureux de Mina. Alors, c'est le problème de ce film. Il est vraiment très, très décrié. Moi, je suis un des admirateurs de ce film. Je le trouve vraiment très, très beau. C'est vrai qu'il n'est pas hyper fidèle au roman, mais il est tellement bien réalisé, tellement bien fait qu'il en a fait un chef-d'œuvre, donc on peut le lui pardonner. Merci beaucoup, Alain Pozzoli. Merci pour Dracula et merci évidemment pour Bram Stoker. Vous essayez de nous faire connaître un personnage dont on ne connaissait jusqu'ici quasiment que le nom. Et puis un grand bravo Franck à notre gagnant du jeu, notre fidèle auditeur d'Europe 1, Jean-Charles de Dijon en Côte d'Or. Il remporte l'intégrale DVD des 15 films de Tim Burton. Bravo à Jean-Charles, donc de Dijon. De Dijon en Côte d'Or, on l'embrasse. 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 De Dijon en Côte d'Or, on l'embrasse.